Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je me réjouis de vous accueillir pour ce nouvel épisode où nous allons parler de la philosophie de Bruce Lee et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Bruce Lee, si ce nom n'évoque rien pour vous, eh bien, il faut vous ruer sur Google pour aller vous renseigner sur qui c'était. Car Bruce Lee, c'est une des personnes qui a probablement eu le plus d'influence dans le monde des arts martiaux. C'est une personne qui était à moitié d'origine chinoise et américaine. Et puis, il a vraiment popularisé les arts martiaux il y a quelques dizaines d'années, notamment à travers des films à grand succès. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de parler spécifiquement d'arts martiaux, mais c'est de s'inspirer de la philosophie de Bruce Lee et de voir comment est-ce que ça peut nous améliorer notre quotidien, notre vie, notre développement personnel. Sur quoi est-ce que j'ai basé cet épisode de podcast ? Eh bien, sur le livre qu'a écrit la fille de Bruce Lee, qui s'appelle « Be Water, My Friend ». Et où elle reprend en fait une grande partie de la philosophie de son père qu'elle a retrouvée au travers de ses films, mais surtout au travers de ses notes, de son style de vie, de ses routines. Et donc, c'est un peu un compte-rendu de à quoi ressemble cette philosophie qui est évidemment très imprégnée dans les traditions asiatiques, bouddhistes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails sur les origines de cette philosophie et sur toutes ses influences, mais on va plutôt juste partir des notes que j'ai prises en lisant ce bouquin qui m'a vraiment pas mal passionné, et puis je vais rebondir un peu sur tous ces points afin de créer un épisode et j'espère que vous allez en tirer énormément de valeur. Je vais peut-être commencer par une des phrases qui m'a le plus marqué dans ce livre et qui est typique des traditions bouddhistes. C'est la phrase qui dit « Il faut vider sa tasse de thé avant de pouvoir la remplir ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut rien apprendre si on arrive avec toutes nos préconceptions, toutes nos idées toutes faites, avec toute notre expérience. Alors, ça vaut par exemple dans les arts martiaux. On ne va pas pouvoir apprendre un style particulier si on arrive avec, voilà, moi j'ai appris comme ça, j'ai appris que c'était comme ça qu'on donnait un coup de pied, un coup de poing, et puis qu'on essaye de tout ramener à ce que nous on sait déjà, puis à le comparer. Ça va pas être efficace. Et donc, c'est comme une tasse de thé. Si on veut pouvoir boire un nouveau thé, eh bien il faut d'abord vider la tasse du thé qu'on a eu jusqu'à maintenant pour enfin pouvoir se renouveler. Et donc là, on parle vraiment de comment est-ce qu'on peut apprendre dans la vie et essayer d'apprendre sans venir avec ses préjugés, ses préconceptions, essayer d'avoir un esprit vide. Dans le bouddhisme, notamment le bouddhisme zen, il parle beaucoup de garder l'esprit du débutant. Et il en parle notamment dans ce livre. L'esprit du débutant, c'est de toujours regarder le monde avec des yeux neufs. Donc c'est évidemment un gros exercice, afin de pouvoir vraiment s'en imprégner, de pouvoir vraiment faire des apprentissages. La deuxième idée que j'ai trouvée hyper importante dans ce livre, eh bien, c'est le fait de prendre les choses sans a priori, sans jugement, afin de pouvoir vraiment les découvrir telles qu'elles sont, et pas telles que nous pensons qu'elles sont, telles que nous interprétons. Ça, c'est vraiment hyper important dans notre vie de tous les jours, autant dans les matières qu'on va apprendre, dans notre métier, dans nos hobbies, mais également dans les personnes que l'on va rencontrer. Plus on va réussir à mettre nos a priori de côté avant de rencontrer quelqu'un, plus on aura vraiment une possibilité de connaître qui est cette personne. Alors c'est tout à fait normal d'avoir des a priori, d'avoir des stéréotypes. C'est une façon très utile que notre cerveau utilise pour catégoriser un peu le monde dans lequel on est et simplifier. Parce que si on ne simplifiait rien, si on ne catégorisait pas, eh bien on devrait tout traiter les choses comme si c'était nouveau, comme si on les découvrait, et ça prendrait énormément de place psychiquement. Alors, l'idée, c'est d'arriver à essayer de garder au mieux les stéréotypes, les préjugés quand c'est utile, et puis arriver à s'en détacher
quand ça l'est moins, notamment quand on va rencontrer une nouvelle personne. Donc plus on va réussir à juste arriver en face d'une personne et se dire je vais m'intéresser à qui elle est et pas à me faire une idée de qui elle est en fonction de son apparence, de sa couleur de peau, de son job, etc. Plus on va pouvoir expérimenter vraiment la vie. Un troisième point que je trouve hyper important et que l'on peut vraiment rattacher à la méditation, à toutes les traditions de méditation, il parle qu'il ne faut pas avoir un esprit collant. Ça veut dire il ne faut pas s'attacher à certaines émotions ou certaines pensées. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'y attacher ? Eh bien, parce que c'est ça qui va créer beaucoup de souffrance. J'explique souvent en consultation que ce qui crée de la souffrance, eh bien, c'est le fait de s'accrocher au passé, au futur ou à certaines pensées. Parce que souvent les gens vont venir et me dire « Ah mais moi j'arrête pas d'avoir des pensées négatives et puis ça me bouffe. » Alors ça peut être par rapport à soi, par rapport au futur, tout ce qui pourrait se passer, etc. Mais les pensées, ce ne sont que des pensées. Elles n'ont de substance que si vous leur en donnez. Donc les pensées négatives vont avoir un impact uniquement dès le moment où vous vous dites « C'est une réalité, si je le pense, ça veut dire que c'est vrai. » Là, ça devient hyper problématique. Mais plus vous allez travailler à vous dire « Ok, mes pensées, c'est comme les nuages dans le ciel. » Il y a des jours, il y a plein de nuages. Des jours, c'est ciel bleu. Mais ça ne m'empêche pas de vivre ma vie. Je regarde juste les nuages et puis je m'accroche pas à eux. Je me fixe pas sur le nuage toute la journée. Je continue à faire ma vie même s'il y a des nuages au-dessus de ma tête. Eh bien, là, ça va être pareil. Ça peut être aussi l'autre image, c'est les hameçons. Dans les approches d'acceptance and commitment therapy, donc la thérapie ACT en français, ils utilisent cette image des hameçons. Ils disent toutes nos pensées, c'est des hameçons. Puis nous, on est un poisson. Alors on peut soit observer les hameçons, puis se dire qu'ils sont là, et que je vais pas mordre dedans. Ou bien, dès qu'il y a une pensée, par exemple négative, tac, on mord à l'hameçon, et puis là, on se fait traîner sur des centaines de mètres. Donc, moins on va avoir cet esprit collant, moins on va s'attacher à nos pensées, plus on va être capable d'être serein. Un autre concept qui est vraiment fondamental dans ce livre, eh bien, il est dans le titre, c'est cette phrase « Be like water ». Be water, my friend. Donc, sois comme de l'eau. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Eh bien, il entend que l'eau, elle peut s'adapter. Elle peut changer de forme. L'eau, elle peut être en même temps hyper fluide et on n'arrive pas à la retenir. Quand bien même on essaye de la manipuler, eh bien, elle va nous glisser entre les doigts. Mais elle peut devenir extrêmement dure, extrêmement puissante, sous sa forme glacée, par exemple, quand elle se transforme en glace. Elle peut s'évaporer. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Et puis quand elle est sous forme liquide, eh bien, il peut y avoir plein d'obstacles, mais elle va toujours trouver un moyen de passer entre les obstacles. Elle va pas chercher à résister, à les faire exploser, elle va toujours chercher à les contourner, à s'adapter. Et puis, en même temps, c'est la substance que l'on peut le moins retenir, capter. On ne peut pas comme ça la saisir. Par contre, c'est aussi un des éléments les plus puissants. S'il n'y a qu'à voir tous les phénomènes d'inondation, quand il y a un fleuve comme ça qui arrive à pleine puissance, ça peut tout embarquer sur son passage. Donc, être comme de l'eau, c'est ça, c'est s'adapter aux obstacles, ne pas chercher à les supprimer de votre vie, forcément, à les faire exploser. C'est quand il y a quelque chose qui se met sur votre chemin, d'essayer de le contourner, d'essayer de s'adapter, d'essayer de glisser naturellement, sans chercher à être dans la confrontation. Je pense qu'on a beaucoup à gagner dans notre quotidien à adapter cette vision, parce qu'on a souvent la vision de « Ok, tout va bien, il n'y a pas d'obstacle », puis dès qu'il y en a un, il faut absolument que j'aille contre, que je sois dans une lutte. Non, on n'a pas besoin d'être dans une lutte. Et même, dans le monde des arts martiaux, on peut être dans la lutte, mais tout en acceptant le mouvement de l'autre. Il y a plein de mouvements dans les arts martiaux, on va utiliser la force de l'autre pour la retourner contre son adversaire.
Donc c'est là-dedans qu'il nous incite à être dans ce bouquin. Un point que j'ai encore adoré et que l'on peut vraiment ramener très facilement au monde de la thérapie, eh bien, c'est qu'il dit que nos perceptions, elles résolvent tous nos problèmes. Et je ne pourrais pas être plus d'accord avec ça, parce que j'explique beaucoup en thérapie que dans chaque situation, on peut le voir de deux façons. On peut voir toute notre vie de manière négative, mais on peut le voir aussi sous forme d'opportunité ou de manière positive. Donc le gros travail en thérapie, eh bien, c'est souvent d'arriver à amener une autre vision du monde, à ramener différentes façons de voir le monde à la personne qui vient en thérapie pour qu'elle puisse reconsidérer consciemment, intellectuellement, mais surtout émotionnellement sa situation. C'est pour ça que très souvent on peut voir des personnes qui ont exactement factuellement la même vie, en termes de conditions de vie, de salaire, de famille, etc., qui vivent dans les mêmes conditions, mais qui vont émotionnellement pas du tout vivre la même chose parce qu'elles n'ont pas la même vision de la vie. On peut voir par exemple une rupture amoureuse, on peut le voir comme quelque chose de catastrophique, se dire j'ai perdu du temps avec cette personne parce qu'on a fait 4 ans ensemble, tout ça pour que ça se termine, je lui ai fait perdre du temps, moi aussi, et puis voir tout ça de manière très négative, ou bien on peut se dire super, j'ai passé 4 ans avec une personne, j'ai appris plein de choses, on a vécu plein de choses, et puis maintenant cette rupture, elle m'ouvre de nouvelles possibilités, à expérimenter une vie de célibataire, à me retrouver seul ou à pouvoir partager la vie d'une autre personne de manière super proche, super intime. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être quand on perd son travail, se dire quelle horreur, je vais jamais rien retrouver, et puis j'avais un plan de carrière dans cette entreprise, etc. Ou bien à nouveau se dire j'ai fait mon temps, j'ai vécu ce cycle, et puis maintenant ça m'ouvre les portes pour un nouveau cycle dans une autre activité. Donc plus on va être capable de se détacher de nos présupposés et de nos interprétations, plus on va pouvoir contempler toutes les manières différentes dont on pourrait le voir. Et ça, c'est vraiment l'introspection. Ça passe vraiment par là. Quand vous êtes dans un moment difficile, demandez-vous, mais est-ce qu'il y aurait une autre façon de percevoir cette situation actuellement ? Et vous verrez que ça va très probablement beaucoup vous aider. Bruce Lee, dans cet ouvrage, on peut vraiment percevoir ce côté philosophie asiatique parce qu'il va parler de l'ego et pourquoi est-ce que prendre des décisions avec notre ego, c'est une mauvaise idée. Alors lui, il dit qu'on peut voir les décisions de l'ego en fonction de comment on se parle, comment elles se formulent dans notre tête. C'est toutes les décisions qui commencent par « je devrais » ou qui concernent le regard des autres. Et il nous dit, dès qu'on part dans une décision et qu'on décide de faire quelque chose, que ça soit dans notre relation, au boulot, n'importe quoi, un loisir, si on le dit sous forme de « je devrais », ou si on pense à « ah mais ce serait bien pour le regard des autres », là vous pouvez être sûr que ça va pas être une bonne décision parce que ça veut dire que c'est l'ego qui parle et c'est pas vous vraiment ce que vous souhaitez faire. À nouveau, c'est un thème que j'aborde beaucoup en consultation parce que on voit qu'il y a beaucoup de croyances et d'injonctions, ça peut être souvent de la famille, de l'éducation, de la société, qui nous disent des « il faut »,« tu dois »,« tu devrais ». Et généralement, quand on suit cette voie, on s'éloigne de la voie de ce qu'on veut vraiment. Alors, je vous incite à prendre vos décisions avec des « j'aimerais », des « je décide », des « j'ai envie ». Et ça, vous verrez qu'en termes d'épanouissement personnel, ça fera une énorme différence. Bruce Lee, dans cet ouvrage, il nous parle également de ce qui nous bloque le plus dans notre vie. Et il dit que ce qui nous bloque, c'est le fait d'être focalisé sur le résultat de ce que l'on fait. Donc, qu'est-ce que nos actions vont donner comme résultat ? Et surtout de s'attacher à qu'est-ce que ça veut dire de moi si j'échoue dans cet objectif ? Et il nous dit que dès qu'on est dans cet état d'esprit, ça va nous bloquer, tout simplement parce que le résultat n'est pas entre nos mains. Et ça, c'est quelque chose que je répète encore et encore dans mes vidéos, sur mon podcast, c'est de se concentrer sur notre processus, parce que ça, on a le contrôle sur ce qu'on fait au quotidien, et de se détacher du résultat, parce que c'est pas entre nos mains, et puis ça nous met une pression,
Et quand on a la pression, ça nous bloque. Et donc c'est ce qu'il dit Bruce Lee dans cet ouvrage, c'est que c'est le fait d'être concentré sur le résultat et de le relier aussi à notre ego, de dire si j'échoue, qu'est-ce que ça veut dire de moi, je suis un loser, etc. Et il parle aussi de la défaite comme étant un état d'esprit. Il dit que la défaite, elle n'a lieu que si on le décide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans mon parcours d'indépendant. C'est, en fait, j'aurais échoué si j'avais arrêté. Pendant 3 ans et demi, voire 4 ans, j'ai quasi pas gagné d'argent en tant que psychologue indépendant. Et si j'avais arrêté avant que ça fonctionne et que j'arrive à monter mon cabinet, oui, j'aurais dit, j'ai eu une défaite, j'ai échoué dans mon entreprise, mais comme j'ai su garder l'état d'esprit de non, je vais continuer dans mon processus et j'avais la croyance qu'il y aurait des résultats qui allaient tomber à un moment donné, il se trouve que j'ai attendu suffisamment longtemps pour voir les résultats tomber. Donc la défaite, c'est un état d'esprit et on est défait que lorsqu'on le décide. Et j'aimerais terminer sur un dernier point que je trouve extrêmement pertinent dans le monde de la psychologie et que Bruce Lee aborde dans ce livre, c'est que tu ne contrôles pas les événements, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive dans ta vie, mais par contre, tu es toujours responsable de comment tu vas y réagir. Et ça va dans le sens du principe de responsabilité maximale, c'est-à-dire, je n'ai pas le choix de ce qui m'arrive, mais j'ai toujours le choix de comment je décide d'y réagir et comment je décide de le percevoir. Et donc, là-dedans, ça résume un peu tout ce livre où il nous parle de l'influence de nos perceptions, de notre vision du monde sur nous, sur nos émotions. Et donc, je vous incite, quoi qu'il arrive dans votre vie, de ne pas vous battre contre les événements. Parce que les événements, ils sont là, vous n'avez pas de contrôle dessus. Mais par contre, vous pouvez toujours décider de comment vous décidez de percevoir ces événements et comment vous décidez d'y réagir. En bref, je pense que Bruce Lee aurait fait un excellent psychologue. Et moi, j'ai adoré ce livre car il reprend vraiment plein de principes de philosophie. Ça peut être de la philosophie asiatique, bouddhiste. Il y a des principes qu'on retrouve chez les stoïciens ou dans plein d'autres courants, j'en suis sûr. Et moi, c'est des influences qui me parlent vraiment beaucoup. Je me base beaucoup là-dessus pour mes accompagnements, car c'est vraiment une façon de revenir à l'essentiel, car c'est des préoccupations que l'on a depuis des centaines, des milliers d'années. J'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez vos commentaires sur la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.